Salut Peter. Le nouveau Spider-Man, attendu depuis un certain temps, surtout depuis les bandes annonces qui ont confirmé la présence des anciens méchants des premiers films qui allaient revenir, et j'avoue que ça emballait un peu. Mais personnellement, quand je regardais les bandes annonces, j'étais pas très hypé. Déjà parce que quand on voit le niveau de Homecoming et Far From Home de Jon Watts, il y avait pas de quoi être totalement hypé par le film, mais j'avoue qu'en revoyant les méchants, j'avais une petite pointe de « je suis curieux de le découvrir ». Donc je suis allé le voir non pas avec l'espoir de voir un excellent film et malgré toutes les théories qui sortaient, je vais pas sortir toutes les théories, je pense que vous les avez toutes écoutées, mais j'en parlerai probablement en partie spoil pour dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a du vrai et il y a du faux. En attendant, oui, je suis allé voir ce film juste par curiosité, malgré que je n'avais pas un grand espoir pour ce Spider-Man. Et au final, que vaut cette conclusion, voire même reboot de Spider-Man? Eh ben on va voir ça tout de suite. Mais d'abord parlons de l'histoire de ce Spider-Man. Le film reprend à partir du moment où Far From Home s'est arrêté. Nous retrouvons Spider-Man dont l'identité secrète vient d'être dévoilée par Quentin Beck par une vidéo qu'il a envoyée au Daily Bugle. Maintenant tout le monde sait que Spider-Man est Peter Parker. Peter perd donc le contrôle de sa vie car il se fait harceler par les médias, par les gens, est considéré comme l'ennemi public numéro 1. Et donc pour essayer de rectifier ça et faire en sorte que tout le monde oublie qui est Spider-Man, il va voir Doctor Strange et lui demande de faire un sort afin de lui permettre de retrouver sa vie d'antan, mais malheureusement le sort foire et cela attire les anciens méchants d'autres univers dans l'univers du MCU pour venir s'occuper de Spider-Man. Spider-Man arrivera-t-il à les renvoyer chez eux et à les vaincre? En gros, c'est l'histoire basique du film sans spoiler, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui spoilent là. Et que dire sur ce film Spider-Man qui est sorti et que pratiquement tout le monde attendait? Déjà, soyons honnêtes, c'est beaucoup mieux que les deux premiers. Les deux premiers, c'était vraiment des teen movies très simplistes, sans réel travail de mise en scène à part quelques plans sauvés par les effets spéciaux. Là, on sent que Jon Watts et les scénaristes ont fait un peu de progrès. Non, vraiment, il y a du progrès. On a un vrai film Spider-Man et pas un film Iron Boy comme on avait pour les deux premiers. Et là, on est un peu sorti du ton teen movie pour être dans un film un peu plus sérieux. Mais on n'est pas avec le meilleur film de super-héros qui existe. De ce côté-là, il y a toujours les X-Men de Bryan Singer qui sont au-dessus. X-Men 1, 2... Le Commencement et Days of Future Past. Oui, j'ai pas lu le comics, mais j'adore le film, j'ai le droit. Ce n'est pas non plus le meilleur film Spider-Man. La preuve est que la trilogie de Sam Raimi est toujours au-dessus. Même le 3, je vous emmerde, c'est une très bonne suite quand on y réfléchit. Les deux Amazing sont au-dessus aussi. Et New Generation, bah c'est une tuerie New Generation. Donc c'est pas le meilleur film Spider-Man non plus. Mais est-ce que c'est le film de la décennie? Comme un commentaire l'a annoncé sur YouTube, comme quoi ça allait être le film de la décennie. Non. En termes de film de la décennie, soit c'est Les Éternels parce que c'est plus travaillé, il y a plus de mise en scène, il y a plus de développement de personnages et l'humour est un peu moins envahissant, soit c'est Justice League. Parce que Justice League a été fait sur un ton plus sérieux et, j'ose même le dire, par un passionné. Jon Watts, encore une fois, des trois réals, malgré qu'il ait fait un peu de progrès, il prouve toujours qu'il n'est pas le plus passionné des réalisateurs sur Spider-Man. Mais est-ce que le film est mauvais? Non, pas du tout. Le film est bon, il y a de réelles qualités à défendre dans le film. Mais il y a aussi de gros problèmes dont il faut reparler. Donc on va commencer par les problèmes, histoire d'être débarrassé. Alors, dans les défauts, je commencerai par parler des personnages inutiles et ou énervants, parce qu'on en a quelques-uns. À commencer par Ned Leeds, il est toujours là. Toujours joué par Jacob Batalon. C'est toujours le geek qui veut être drôle, qui gâche toujours les situations sérieuses, même les quelques scènes d'alchimie entre Michelle Jones et Peter Parker. Et il est toujours aussi chiant. J'avais qu'une envie, c'est de le voir disparaître. Ce personnage n'est là que pour une chose, c'est essayer de vous faire rire. Il ne se rend même pas utile dans le film, hormis un moment qui est complètement incohérent. Il sert à rien. Et même eux, là, ils ont prouvé qu'ils savaient pas quoi faire du personnage. Moi, je veux bien que tu me mettes un meilleur ami qui aide Peter en soutien ou quoi que ce soit, mais développe-le. On critique Harry Osborn dans Amazing, mais lui, il a un développement. S'il devient égoïste, c'est parce qu'il a peur de mourir et qu'il pense que Spider-Man et son sang sont la meilleure solution pour vivre. Même dans la trilogie de Sam Raimi, Harry est bien développé. Dans le premier, c'est le meilleur ami un peu naïf qui se rend compte de rien. Dans le 2, il est aveuglé par la haine. Dans le 3, il est encore un peu aveuglé jusqu'à ce qu'il perde la mémoire. Et il arrive même à se comporter en méchant sérieux. Mais là, je suis désolé, Ned, il n'y a pas de développement avec lui. Et puis surtout, il est toujours là pour rappeler qu'il est le geek dans le fauteuil. C'est bien de se foutre de la gueule d'Oracle alors qu'elle est tellement plus talentueuse que toi. Ah, je suis sûr que si elle était dans ton monde, elle te roulerait dessus avec son fauteuil. Oui, je suis très fan d'Oracle et j'en ai marre de cette blague. Enfin bref, Ned, inutile, y a rien à dire sur lui, il sert à rien, il est là pour faire rire et il fait pas rire. Mais ce n'est même pas Ned le pire personnage du film. Et ils ont prouvé qu'ils ne savaient pas quoi faire du personnage. C'est Flash Thompson, toujours joué par Tony Rivolori, je crois. Je suis désolé si je le prononce mal. Flash Thompson, dans les deux premiers, déjà, il était insupportable. Il servait à rien. Là,
c'est encore pire. Parce que là, il apprend l'identité de Spider-Man. Quel aurait été le développement intéressant pour lui, même en tant que petit personnage? Ça aurait été qu'il respecte Peter, qu'il se dise « Oh bah maintenant que je sais qu'il est Spider-Man, qui est mon héros préféré, je vais le respecter, je vais même l'aider à rentrer au MIT. » Vous pouviez faire un développement pour rendre Flash bien meilleur qu'avant. Mais non, vous avez préféré en faire une blague. Un sale profiteur qui est en mode « Ouais, c'est moi le meilleur ami de Peter Parker. J'écris même une autobiographie nommée Flashpoint. » Si c'est un clash, alors ça va me donner envie de lui casser la gueule, clairement. Et je parle du personnage, pas de l'acteur. L'acteur n'a rien fait, il ne fait que jouer son rôle. Et surtout, je profite du fait qu'il est Spider-Man pour lui soutirer le fait de me faire voltiger quand j'ai envie. Ok, donc Flash, concrètement, il sert à que dalle. Je veux dire, là, c'était votre occasion. C'était vraiment l'occasion de rattraper Flash, comme vous avez essayé avec Tante May. Elle, on en parle plus tard. Et vous l'avez pas fait. Donc genre, Flash, il reste le petit con qu'on connaît, mais qui exploite Spider-Man. Bah bravo. Comme quoi il y a un peu de progrès dans l'écriture, mais apparemment il y en a pas totalement non plus. Je crois que Flash c'est un personnage que j'aurais aimé voir mourir. Parce que là ce Flash vraiment, il sert à que dalle. Mais vraiment à que dalle, hein. Il apporte rien à l'histoire, il fait rien avancer. Peter aurait bien pu se démerder sans lui. Encore heureux qu'on le voit peu. Mais je vous jure que de tous les personnages, c'est le plus insupportable. Et il y a un dernier personnage qui n'est pas énervant parce qu'il est fidèle à lui-même et on l'aime comme ça, mais qui ne sert quand même pas à grand chose, qu'on se le dise. John Jonah Jameson, joué par J.K. Simmons. Alors je sais ce que vous allez me dire. Comment tu oses dire du mal de John Jonah Jameson? C'est un personnage qu'on adore depuis la trilogie de Sam Raimi. En plus tu devrais être content parce que toi qui adores la trilogie de Sam Raimi, tu devrais être content de le revoir ici. Je suis à moitié parce que concrètement déjà c'est pas une preuve du multivers ce truc, c'est juste une preuve que ils ne savaient pas qui prendre pour rejouer le rôle. Donc ils se sont dit tiens on va reprendre l'acteur d'avant, voilà, tout simplement. Mais c'est pas ça qui m'a énervé, c'est surtout le fait que John Jonah Jameson, il sert à rien en dehors de ses interviews télévisées. Alors soyons clairs, qu'il veuille harceler Spider-Man, le détruire ou je ne sais quoi, ok. Non, vraiment, ok, ça je veux dire. Je veux dire c'est John Jonah Jameson, quand tu le connais c'est comme ça. Mais est-ce que il a fait avancer l'histoire en dehors de ses interviews? C'est-à-dire à un moment, il veut aller voir Peter Parker directement à l'appartement, il l'a repéré, ça n'apporte rien en fait. Il aurait pas été là, ça n'aurait rien changé. C'est pour ça que je dis que John Jonah Jameson, malheureusement, ne sert pas à grand chose. Par contre, il sert dans ses moments télévisés. Quand on le voit à l'écran, là ça marche. Qu'il mette l'information, qu'il montre à quel point il déteste Spider-Man, ça marche. Mais uniquement ces moments-là, quand tu le vois en vrai devant la part de Peter, tu te dis non. Là, ça ne marche pas. Sinon, je voudrais parler d'une incohérence. Alors, deux, en fait. Mais la deuxième, j'en parlerai en partie spoil parce que ça spoil un peu. Mais la première, dont je vais parler ici, on est d'accord que le sortilège, concrètement, il a attiré tous les méchants qui connaissent l'identité de Spider-Man, qui est Peter Parker. On est d'accord. D'où Electro, il connaît l'identité de Spider-Man? Non, parce que je me suis refait Amazing 2, hein, et même je l'avais très bien en mémoire avant. À aucun moment, Electro n'apprend qui est Spider-Man. Le seul qu'il apprend dans Amazing 2, en dehors de Gwen qu'il savait déjà, c'est Harry quand il est le bouffon vert. Et encore, il le comprend parce qu'il voit que Gwen est avec Spider-Man. Donc non, je suis désolé, ça s'appelle une légère incohérence. Sinon, il y a toujours la relation May-Happy, et concrètement, encore une fois, comme pour Flash Thompson, ils ont prouvé qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Je sais pas si vous vous souvenez, dans Far From Home, ils étaient ensemble, et là, quand on la revoit, la première phrase de Tante May, c'est « C'était drôle entre nous », ou « C'était une passade », ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça prouve que cette relation, elle avait rien à foutre là. Surtout que leur relation ne raconte rien. Alors là, je vais parler d'un moment du film qui ne va rien vous spoiler, normalement, rien de très important en tout cas, mais je trouve cette scène tellement conne. Vous voyez, la magie de Doctor Strange. On est d'accord qu'il faut quand même un peu d'apprentissage pour apprendre la magie. Je me souviens plus trop du film Doctor Strange, hein. Je l'avais vu au cinéma, je l'ai pas revu depuis, mais Doctor Strange il a mis un certain temps je crois pour apprendre la magie, ou même pour apprendre le fameux mouvement pour faire le portail. Et ben Ned, il voit le cube, il s'amuse à faire un rond comme ça et oh, j'ai ouvert un portail! Je pensais pas dire ça un jour, mais ils ont fait encore pire que Rey qui découvre la force, et au bout d'une heure, elle maîtrise super bien la force. Sincèrement, comment on peut se permettre d'une facilité scénaristique aussi énorme? Quitte à faire ça, vous auriez pas pu donner un peu de développement, je sais pas, faire un peu d'entraînement. Je veux dire, c'est pas comme si Ned il joue un rôle important dans l'histoire, hein. Donc concrètement là, ils ont juste un cube, ils se disent oh je tente un mouvement et hop, ça y est, ça ouvre un portail. Non, ça c'est une facilité scénaristique trop grosse, je ne laisse pas passer. Maintenant je vais refaire mon chieur 2 secondes pour vous rappeler la scène post-générique de Homecoming, qui nous avait montré un personnage important dans les méchants de Spider-Man, un méchant qu'on attend depuis je ne sais plus combien de temps maintenant, hein. Et là je vous repose ma question. Où est le Scorpion? Non parce que là concrètement, soyons honnêtes, vous auriez pu l'introduire. Et je déconne pas, hein, il y a John Jonah Jameson, il en veut à Spider-Man, il veut le détruire à tout prix. Vous aviez toutes les cartes en main pour le faire. Et vous l'avez pas fait.
Pourquoi vous introduisez un méchant qui n'a jamais été vu en plus dans les films live de Spider-Man pour le moment, qui aurait pu être génial? Moi je voulais bien croire qu'il aurait été bien ici, et vous ne le faites pas. Non mais dites-le, vous avez clairement abandonné le Scorpion. Ce qui est regrettable, hein, parce que concrètement vous pouvez dire, ah bah la scène Homecoming elle a servi à rien. Même si le film était parti dans la direction, comme je pensais à la base, d'Iron Man 2, savoir le Scorpion apprend l'identité de Spider-Man, il va s'évader, il va s'en prendre à lui comme ça à cause de ça, j'aurais accepté. J'aurais dit le scénario cliché déjà vu et c'est toujours mal mis en scène, mais j'aurais accepté. Et puis j'ose le dire, avec le Scorpion vous auriez pu faire une bande très connue de Spider-Man que beaucoup de personnes attendent depuis des années, qu'on attend depuis Amazing 2 d'ailleurs. Pas de Sinister Six, vous n'aurez que les 5 anciens méchants déjà connus de Spider-Man. J'aurais aimé avoir le Scorpion. Concernant les musiques, dans la deuxième partie ça va, les thèmes s'entendent, on reconnaît même quelques thèmes déjà entendus avant qui sont pas trop mal, mais dans la première partie, et je vous jure que c'est vrai, les musiques sont oubliables. Pendant toute la première moitié du film, à chaque fois que j'entendais une musique, je ne faisais même pas attention à la musique. Ce qui est regrettable, hein, les musiques sont pas forcément obligées d'être excellentes, mais t'as des musiques que t'entends, qui collent avec l'image, et là, vraiment, les musiques de la première partie du film, que dalle. Aussi, je préfère être honnête tout de suite, vous avez vu les anciens films ? À savoir la trilogie de Sam Raimi et les deux de Mark Webb? Non, parce que si vous l'avez pas vu, vous comprendrez pas à quel moment ils se font téléporter. Ça c'est un détail, je sais, mais ça compte parce qu'il y a certaines personnes qui vont venir voir le film sans avoir vu les anciens. Concernant la mise en scène, il y a un peu de progrès, il y a un peu plus de meilleures scènes bien mises en scène, dont un moment que j'aime beaucoup, dont je parlerai dans la partie positive. Ça a amélioré un point qui était à chier dans Far From Home pour moi, mais concrètement la mise en scène d'action, c'est pas encore ça. Il y a 2-3 plans stylés, je dois le reconnaître. En termes de chorégraphie, ça a l'air pas trop mal, même si c'est pas une des meilleures. Mais la mise en scène d'action, c'est vraiment pas ouf. En termes d'action, c'était mieux fait chez Mark Webb et chez Sam Raimi. Je sais, je suis chiant, mais je me dois juste d'être honnête. D'ailleurs, puisqu'on parle de la mise en scène d'action, on va parler tout de suite de la bataille finale. Je vous dirai pas contre qui, là. Mais concrètement, cette bataille finale, c'est dans un endroit assez stylé. J'avoue que c'est assez bien fait. Parce que oui, en termes d'action, la narration, ça marche très bien. Cependant, cette bataille finale, si vous regardez juste pour les visuels, c'est raté. Il y a trop de cuts, c'est mal mis en scène, il y a du mal à suivre, et c'est dommage parce que c'est contre un méchant clé de Spider-Man, là. Mais en termes de narration, ça marche très bien, j'ai rien à redire là-dessus. Évidemment, l'humour est toujours aussi nul, que ça soit avec Ned, que ça soit avec l'humour forcé, le fameux moment, comment vous vous appelez, Docteur Otto Octavius? Ah, c'est rigolo, il s'appelle Octavius! Vous avez quel âge, Marvel, sérieusement? Moi j'en ai marre de ce truc de ridiculiser vos héros. 2-3 petites blagues qui ridiculisent les clichés des héros et des méchants. Je veux bien, mais des blagues comme ça, c'est pas drôle, c'est forcé. Il y a plusieurs choses prévisibles dans ce long métrage, comme avec Octopus. Je vous dirai pas quoi parce que beaucoup de théories l'ont déjà fait avant moi. Par rapport au Bouffon Vert aussi. Je vous dirai pas quoi parce que c'est ultra évident quand vous connaissez le personnage. L'émotion est pas géniale, malgré que là ils aient fait vraiment quelques tentatives intéressantes. L'émotion, j'ai rien ressenti, j'expliquerai pourquoi plus tard. Tante May, voilà, je voulais parler de Tante May rapidement avant de parler du dernier défaut. Elle agit un peu plus comme une Tante May, c'est un peu mieux, c'est pas parfait mais c'est vraiment un peu mieux. Mais ça marche pas. Je veux dire, t'as eu 2 films avant où t'aurais pu la faire correctement et elle se comportait vraiment comme une jeune en mode qu'est-ce que t'as cru Concrètement, Tante May, il y a un peu de progrès, mais c'est toujours pas un très bon personnage. Il y a du progrès, hein, mais là, c'est pas vraiment de la faute de l'écriture. J'ai l'impression que c'est la faute des 2 premiers films. Tu l'as suivi dans les 2 premiers, c'était vraiment une femme qui limite ne pensait qu'à sa gueule, qui n'en avait pas grand chose à faire de Peter. Et là, bah d'un coup, elle a changé. Sauf que c'est trop tard, t'as eu 2 films avant. On va avoir du mal à s'attacher à toi au 3e film. Mais au moins, vous avez essayé, ça je le reconnais. Mais non, cette Tante May, malheureusement, j'arrive toujours pas à m'y attacher. Et donc, sinon, le dernier défaut, il y a des longueurs qui ne servent à rien. Vous avez des moments qui durent trop longtemps, juste pour étirer les blagues, surtout avec Ned. Et au final, est-ce que le film aurait dû durer 2h35, si je dis pas de conneries, pour des blagues étirées comme ça? Non, je pense qu'on aurait pu réduire à 2h20, voire 2h15. Le reste du film, ça s'en sort un peu mieux. À commencer, bien évidemment, une des raisons majeures pour lesquelles on est tous allés voir le film, le retour des anciens méchants. Donc on a à nouveau le Bouffon Vert joué par Willem Dafoe, qui joue toujours aussi bien. C'est un homme avec une double personnalité, une très maléfique qui veut qu'il s'empare du monde, voilà. Bon, je vais pas vous résumer toutes les histoires des méchants, hein, c'est déjà fait dans les anciens films. Mais concrètement, oui, le Bouffon Vert, là, il est fidèle à lui-même, il a toujours soif de conquête avec sa partie maléfique, et il a toujours l'obsession de vouloir tuer Spider-Man parce qu'il sait que c'est le seul à pouvoir l'arrêter. Et franchement, j'ose le dire, quel plaisir de revoir le Bouffon Vert. Même si j'avais pas beaucoup aimé son nouveau visuel sur le poster, son nouveau costume, finalement ça va, ça se remarque pas trop. Bon, je garde une préférence pour le costume de Spider-Man 1 parce que je fais ce que je veux, mais j'avoue que ça fait quand même plaisir de revoir Willem Dafoe dans le Bouffon Vert.
il est excellent. Et clairement, qu'on se le dise aussi, on sait tous que c'est le méchant le plus dangereux des 5. Et surtout, il a des petites scènes d'interaction avec ce Peter Parker qui sont assez touchantes, assez travaillées. Non, franchement, le bouffon vert Norman Osborn ici, c'est génial. C'est génial de le revoir, c'est génial les interactions qu'il a. De ce côté-là, je dis bravo. On a aussi le retour du Docteur Octopus ou Otto Octavius, toujours joué par Alfred Molina. Donc lui, c'est toujours le fait qu'il entend les voix de ses bras mécaniques. Et donc, ça fait qu'il fait le mal et qu'il est toujours en colère. Non, vraiment, on dirait presque qu'il fait toujours la gueule à cause de ses bras. Et bah, on sent que c'est une prison pour lui, quoi. Encore une fois, c'est comme dans Spider-Man 2, sauf que là, il apprend pas à avoir le contrôle sur eux. On va dire qu'il est aidé pour reprendre le contrôle. Ce qui marche aussi, mais je reconnais que revoir le Docteur Octopus, ça fait vraiment plaisir. Même si c'est ultra prévisible de savoir comment ça va se passer pour lui dans la bataille finale. Mais bon, je digresse. On a aussi le retour de l'homme sable, Flint Marko, toujours joué par Thomas Haden Church. C'est un homme qui s'est retrouvé dans ce nouvel univers qui ne sait pas où il est et dont son seul objectif, c'est de rentrer chez lui. J'ai vu un reproche d'un certain youtubeur que je suis, que je respecte, qui disait que c'était pas logique que l'homme sable rejoigne les méchants alors qu'il est pas méchant à la base. Ce à quoi j'ai envie de dire, un petit peu quand même, parce que il est dans un univers qu'il connaît pas, avec un Peter Parker qu'il ne connaît pas, donc il se dit, si je connais pas la personne, je fais pas confiance. Et il a eu des interactions avec Electro, qui fait qu'il s'est entendu avec lui, ou du moins qu'il a commencé à le comprendre, et donc qu'il a rejoint les méchants au moment où fallait trahir Peter. Donc honnêtement, je peux comprendre pourquoi l'homme sable a changé de camp. Et son seul objectif, lui, là, c'est de rentrer chez lui. D'ailleurs, de tous les méchants, c'est le seul qui veut rentrer chez lui. Parce que Octopus, il veut retrouver sa machine, et Bouffon Vert, on sait pas. Bah, il veut tuer Spider-Man, je pense, mais c'est tout. Bon, en tout cas, revoir l'homme sable, même si c'était un petit méchant secondaire de Spider-Man 3, pas totalement apprécié par la majorité des fans, moi je suis content de le revoir. On a toujours Electro, Max Dillon, joué par Jamie Foxx, toujours aussi passionné par l'énergie, mais qui là est obsédé par l'énergie de ce monde qui n'est pas bleue, mais jaune. Ça c'est quelque chose qui me faisait peur, parce que quand j'ai vu la bande-annonce et son nouveau design, j'ai cru que ça allait juste être un changement comme ça direct, en mode « Oh, caprice de l'acteur, alors on a fait ça ». Mais non, ils ont justifié ça d'une certaine manière. Parce que quand on revoit Electro, on le revoit en bleu au début. Donc j'avoue, de ce côté-là, c'est un peu mieux aussi. Par contre, c'est en humain qu'il a changé de style, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça c'est un détail. En tout cas, là, il est fasciné par l'énergie électrique, il veut avoir le plus d'énergie possible, et c'est tout. Mais ça marche. Electro, c'est une pile électrique qui a besoin en permanence d'électricité, de se nourrir. Ça fonctionne très bien, ça suffit. Et enfin, le lézard Kurt Connors, joué par Rhys Ifans, ou Ifans, c'est un scientifique qui a déraillé, qui a utilisé les propriétés du lézard dans une de ses formules pour récupérer son bras, mais l'effet secondaire, c'est qu'il se transforme en lézard. Son objectif, avant qu'il se fasse téléporter, c'était de transformer toute la ville de New York en lézard. Là, son objectif, j'ai même envie de dire, des 5 méchants qui sont là, c'est lui qui est oubliable. À lui, c'est vraiment la carte en plus, en mode, bon bah voilà, on l'a mis parce qu'il fallait qu'on le mette aussi, mais concrètement, de tous les méchants, c'est le seul qu'on n'aurait pas mis. Je peux comprendre pourquoi. Le lézard ici, il apporte pas grand chose, on n'a même pas l'impression qu'il a un réel développement ou quoi que ce soit. Mais je vais pas mentir, même si je l'aimais pas trop, le lézard dans Amazing Spider-Man, je suis content de le revoir ici. Concernant nos personnages principaux, nous avons Peter Parker, alias Spider-Man, toujours joué par Tom Holland. Là, on a enfin un vrai Spider-Man. Là, on a un Spider-Man qui fait face aux conséquences de ce qui s'est passé, savoir son identité a été révélée, sa vie est détruite, il n'arrive plus à faire quoi que ce soit à cause de ça, et il fait face aux épreuves les plus difficiles qu'il ait jamais traversées. À la fois par rapport à son identité secrète, oui, mais aussi par rapport aux méchants qu'il va affronter. Parce que quand il apprend les histoires des méchants, et surtout qui sont destinés à mourir à cause des autres Spider-Man, enfin, sauf le lézard et l'homme sable, mais c'est un détail, et bien là il se dit, je veux essayer de les sauver. Oui, ça c'est Spider-Man. Je veux dire, les précédents ils ont déjà essayé. Je me souviens de la version de Tobey contre Bouffon Vert, il a parlé avec lui. Sauf que c'est le Bouffon Vert qui, au final, la partie maléfique a repris le dessus, il a essayé de le tuer, il a raté. Il s'est pris le planeur à sa place. Octopus, il a entendu raison en entendant Peter Parker, et il s'est dit, je vais réparer ma connerie. Voilà pourquoi il est mort. Et Electro, lui par contre, ils l'ont surchargé d'énergie. J'avoue, c'est limite un meurtre. Mais il y avait peut-être pas d'autre manière de l'arrêter. Mais voir que la version Tom Holland veut sauver les méchants, alors que Doctor Strange lui a clairement dit ils sont destinés à mourir, ça va avec Spider-Man. Parce que Spider-Man, c'est un héros. Et malgré tout ce qui se passe, il veut sauver les autres. Même les méchants méritent d'être sauvés pour lui. Et ça marche. Bon, même si c'est un peu facile de dire ouais, je fais remède pour tel, etc. Ça marche vraiment. Là, on a un vrai Peter Parker, un vrai Spider-Man bien développé. Ça fait plaisir. Je pense que la version Tom Holland n'a jamais été aussi bien développée que dans ce film-là. Après, on a Doctor Strange, joué par Benedict
Cumberbatch, pardon. C'est un héros qui n'est plus le gardien d'ailleurs, il est plus le sorcier suprême. C'est étonnant, mais en même temps il était absent 5 ans, donc fallait bien que quelqu'un reprenne le relais. Et donc maintenant, il est un peu à nouveau quelqu'un en mode ouais, j'en fais un peu qu'à ma tête. Il veut aider Peter parce qu'il a pitié de lui, mais de l'autre côté, c'est aussi un peu un enfoiré. Parce que lui, Doctor Strange, ne pense qu'à l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire que lui, il ne se dit pas on pourrait sauver telle personne quoi qu'il arrive. Non, non, non. Pour lui, c'est on rectifie tout comme c'était, le reste c'est pas notre problème. Ça donne un développement intéressant à Peter justement par rapport à ce qui va se passer. Et même le personnage de Doctor Strange en lui-même, il est pas excellent dans ce film. Il est même pas très principal, hein. Il est là vraiment pour aider dans certaines scènes. Non vraiment, Doctor Strange ici, ça fonctionne son développement je trouve. Et enfin Michelle Jones, toujours jouée par Zendaya, qui est la petite amie de Peter, qui parce qu'elle est sa petite amie voit sa vie aussi un peu détruite, elle n'arrive pas à rentrer à l'école où elle voulait rentrer, elle n'arrive plus à avancer dans la vie. Je trouve qu'elle est un peu mieux ici. On a une relation vraiment touchante entre elle et Peter Parker par rapport aux épreuves, du fait qu'elle est là pour le soutenir, elle est vraiment là. Et puis j'avoue que je suis content de ne plus voir l'ado cynique qui avait l'air de se faire chier comme dans les deux premiers, parce que les deux premiers Spider-Man du MCU c'était ça, hein, c'était une ado qui se faisait chier. Là, on a quelqu'un, là on a un personnage un peu plus touchant, un peu plus présente pour aider son chéri, pour le soutenir, pour l'aider à faire les bons choix. Ça apporte même une relation mieux travaillée entre Peter Parker et Michelle Jones. La relation avance et on sent que Peter, grâce à cette relation, en plus d'autres événements, va avancer, va aller de l'avant, va réussir à surmonter ses peurs, à affronter ses épreuves. Michelle Jones, c'est toujours pas le film où Zendaya joue le mieux, mais c'est mieux. Il y a une chose que j'apprécie dans l'écriture, c'est que par rapport à l'apparition des méchants, ils ont presque évité des incohérences. Alors je dis ça surtout par rapport à Electro, hein, je rappelle que lui à aucun moment ne sait l'identité de Spider-Man dans Amazing 2, mais pour le reste, ils les ont amenés à des bons moments. Je pense que Bouffon Vert c'était au moment où il allait se faire tuer par son planeur, Dr Octopus c'est au moment où il était à terre et qu'il tenait Peter avec sa tentacule en train de l'étrangler, l'homme sable ça devait être quand il était en train de partir, et le lézard, on sait pas. Mais je trouve que concernant l'écriture de ce côté-là, au moins pour l'apparition des méchants, et aussi pour l'apparition d'autres personnages à des bons moments de l'histoire, en termes d'écriture, ça s'est un peu amélioré. Il y a toujours des incohérences et des moments un peu discutables, mais ça s'est un peu amélioré. Concernant les évolutions, c'est assez intéressant, surtout encore une fois Peter Parker qui va traverser ses épreuves les plus difficiles, et donc va devoir faire face à ses responsabilités, les assumer. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, voilà. L'évolution de Peter est la plus intéressante, même si ce n'est pas le seul à évoluer, les méchants aussi évoluent d'une certaine manière, ça fonctionne. Concernant la mise en scène, je maintiens que les moments d'action sont pas forcément exceptionnels, surtout la bataille finale, mais il y a une chose en mise en scène qui a été améliorée, c'est le Spider-Sense. Pour ceux qui se souviennent, dans Far From Home, le Spider-Sense était mis en scène en mode Ultra Instinct. Non, le Spider-Sense, ce n'est pas l'Ultra Instinct. Le Spider-Sense, c'est limite un réflexe. Sam Raimi l'avait mis en scène d'une manière intéressante, pareil pour Mark Webb, et bah là, John Watts a enfin fait une bonne mise en scène pour le Spider-Sense. Bravo! Non mais bravo, enfin t'as compris ce qu'est le Spider-Sense. Donc bravo, c'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Non mais John Watts a beau être le moins bon réalisateur des trois, je reconnais quand il fait des progrès. En termes de symbolisme, il y a beaucoup de moments intéressants, mais je peux pas vous le dire sans vous spoiler, donc je vais essayer d'éviter. Mais en tout cas, sachez qu'en termes de symbolisme, il y a beaucoup de choses, hein. Michel pour Peter, Peter par rapport à tout ce qu'il va traverser, même les méchants. Le symbolisme, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter dans ce film. Le jeu d'acteur est plutôt bon de la part de tous les acteurs, même Zendaya, on a l'impression qu'il y a réellement du progrès en termes d'acting dans ce film. Dans les deux premiers, je le rappelle, elle avait l'air de se faire chier. La dichotomie est intéressante, mais là c'est surtout la dichotomie principale du film qui est intéressante, à savoir Spider-Man et le Bouffon Vert. Bon, c'est pas une dichotomie aussi bonne que dans le film de Sam Raimi, mais quand même, c'est une bonne dichotomie. Avec le Bouffon Vert qui veut à tout prix détruire Spider-Man, détruire le monde, s'emparer du monde, et Spider-Man qui de l'autre côté veut essayer de sauver tout le monde, mais qui va faire face à des épreuves tellement dures qu'il va se demander s'il va réussir à sauver tous les méchants. Le casting a été très bien géré, surtout sur les méchants, je veux dire, ils ont vraiment réussi à reprendre tous les méchants. Mais alors, un autre truc qui m'impressionne, ils ont repris les VF. Non, sincèrement, je vous jure, Norman Osborn a la même VF que dans le premier Spider-Man, Octopus a la même VF que dans Spider-Man 2, ce qui me faisait peur parce que le tout premier trailer, il avait pas la même VF, hein. L'homme sable a la même VF,
le Lézard a la même VF et Electro a la même VF. Non, vraiment, de ce côté-là, je dis bravo pour le casting, vous avez très bien géré. Les interactions entre les différents personnages sont bonnes, je vais pas toutes les dire parce qu'il y en a beaucoup, dont certaines qui sont importantes et que je dois pas spoiler, mais vraiment, les interactions, elles sont vraiment bonnes. Que ce soit entre les méchants, entre Peter et les méchants, ou même entre Peter et certains de ses amis. L'action est bonne en termes de narration, les costumes sont de qualité, même si je comprends pas ce qu'il fout avec la tenue de Secret Wars, mais bon, c'est pas expliqué, mais malgré ça, ça reste des beaux costumes. D'ailleurs, il y a un caméo vraiment cool pour le coup à voir. La fin est intéressante, je dois le reconnaître. À la fin, on a vraiment l'impression de voir un Spider-Man. Je vous parlerai mieux de la fin en partie spoil, mais on a vraiment l'impression d'avoir une vraie fin pour Spider-Man ici. Les décors sont jolis, les effets spéciaux sont de très bonne qualité, et il y a quelques moments inattendus qui marchent bien, pour certains moments. Concernant la partie spoil, on va parler du plus évident. Ça y est, c'est officiel, vous en avez rêvé, vous l'avez eu. Andrew Garfield et Tobey Maguire, les deux anciens Spider-Man, sont de retour pour aider Tom Holland. J'avoue que je ne croyais pas en ces rumeurs. Moi, à la base, je pensais que ce serait juste un caméo. Mais non, ils sont vraiment là, ils jouent des rôles importants. Et, j'avoue que là, je salue les scénaristes pour ça, ils interviennent au bon moment de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils interviennent au moment où Tom Holland, il a perdu la personne la plus précieuse qu'il a au monde. Il y a Ned qui ouvre un portail. Ouais, j'ai pas compris, Ned, il ouvre un portail comme ça, tranquillement. Alors non, ça, j'accepte toujours pas. D'un portail sort Andrew Garfield avec son costume, il enlève son masque, on le voit. Et de l'autre, c'est Tobey en normal. Alors j'avoue, voir les trois Spider-Man qui se battent ensemble contre ces menaces, ces 5 grands méchants, c'est beau. Ça fait plaisir, c'est beau, je peux pas nier. J'ai eu ma petite crise de fanboy de revoir Tobey dans le rôle. Même Andrew, je l'aime bien Andrew. Mais ce que je respecte surtout, c'est qu'ils interviennent au bon moment de l'histoire. Tom Holland n'a plus rien, et là il apprend la leçon, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais aussi le fait que c'est un héros et il ne doit pas tuer le bouffon vert. Et là on va parler de l'autre scène qui fait parallèle, le bouffon vert qui tue Tante May. Concrètement tout ce qui s'est passé, l'incident du bâtiment, tout ça, c'est à cause du bouffon vert. Donc concrètement le bouffon vert a tué Tante May. Champomis pour tout le monde! Alors, moi perso, je le redis, j'ai pas ressenti grand chose à sa mort, parce que t'as eu 2 films pour me la présenter, dans 2 films je l'ai pas aimé, là tu me la présentes comme une vraie Tante May un peu, ça suffit pas pour que j'ai de l'émotion. Cependant, je le reconnais volontiers, tuer Tante May était une bonne idée. C'est une bonne idée parce que ça permet justement à Tom Holland d'affronter enfin des responsabilités et d'apprendre la phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Donc j'avoue que tuer Tante May pour rendre ce Spider-Man enfin Spider-Man et adulte, c'est une bonne idée. Dans l'exécution, c'est pas parfait, bien sûr, encore une fois, j'ai rien ressenti à la mort de cette Tante May, alors que ça aurait été les 2 précédentes Tante May, j'aurais ressenti beaucoup de peine. Là non, mais c'est quand même une bonne idée d'avoir fait ça pour faire évoluer Tom Holland dans un sens intéressant. Ce qui fait aussi que pendant la bataille finale entre le bouffon vert et Spider-Man, qui est vraiment le combat final du film, Spider-Man Holland, Tom Holland est sur le point de tuer le bouffon vert et Tobey l'arrête. Et même malgré le fait que le bouffon vert ait poignardé Tobey, Tom Holland prend l'antidote et soigne le bouffon vert. Il apprend enfin la leçon malgré qu'il ait eu très envie de tuer le bouffon vert pour venger sa tante. Donc oui, là on a un Spider-Man enfin intéressant de ce côté-là, je dis bravo. Maintenant je vais revenir aussi sur les incohérences, parce qu'en fait, tous les méchants là, ils sont soignés. Résultat, je me pose une question. Est-ce qu'ils retournent dans leur univers comme ça, ou est-ce que dans leur univers, ça va reprendre au moment où ils se sont fait téléporter? Imaginons Electro qui s'est fait téléporter juste avant sa mort, il était en train de se faire surcharger d'énergie. S'il retourne dans son monde à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'il va mourir à nouveau d'une surtension en redevenant le Electro qu'on a connu? Ou est-ce que ça veut dire que là il est guéri et que ça va créer une nouvelle timeline du fait qu'il est revenu? Il y a de quoi se poser la question. C'est pour ça que je parlais d'incohérence en fait, c'est parce que je me posais réellement la question par rapport à ça. Et enfin, la chose dont il faut parler en dernier, en dehors des scènes post-génériques dont on parlera après, la fin du film nous montre Tom Holland qui, maintenant que tout le monde a perdu la mémoire, ne savent plus qui est Spider-Man, il est tout seul. Il a son propre appart, il a fait son propre costume, enfin il n'a plus les tenues de Tony Stark, il ne va plus dépendre de lui, et tu le vois partir en tant qu'araignée sympa du quartier qui se rend au centre-ville pour essayer d'arranger les choses. C'est une bonne fin. Et c'est une fin logique avec Spider-Man, c'est que maintenant il va vraiment démarrer sa vie en tant que Spider-Man. Avant il avait toujours des gens pour l'aider, Tante May, Tony Stark, même Doctor Strange et autres. Là, il est tout seul. Et c'est bien d'avoir fait ça. Et ça fait aussi des airs de reboot. C'est-à-dire que cette nouvelle trilogie de Marvel, j'espère que c'est pas John Watts à nouveau, pourrait justement partir sur comment il vit maintenant le fait d'être Spider-Man. Et ça peut être intéressant. Sinon, les scènes post-génériques. Donc la première qui nous montre Eddie Brock dans un bar en train de se bourrer la gueule, pour au final rentrer chez lui sans avoir rien fait. Mais vraiment, hein, il est venu, il est reparti. Voilà, il n'y a rien à dire sur Eddie Brock, il a servi à rien. Sauf qu'il a laissé un petit bout de symbiote qui fait qu'il est dans cet univers maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont prévu le Spider-Man noir pour la nouvelle trilogie et qu'ils vont faire un nouveau Venom? Remarque, s'ils font un nouvel Eddie Brock dans le MCU,
ça peut être intéressant, à condition qu'il soit pas comme Flash Thompson ou Ned Leeds, parce que sinon ça va mal se passer. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, il est hors de question, et là je suis très sérieux, hein, il est hors de question que cette merde devienne l'agent Venom. Pour une simple raison en fait, c'est que pour devenir l'agent Venom, il faut mériter, il faut avoir eu un parcours. Et autant vous m'auriez fait une bonne évolution pour Flash, allant dans le bon sens en aidant Peter, j'aurais dit ok, c'est pas le cas. Vous avez refait de Flash un lourd qui exploite sa célébrité. Moi c'est hors de question que je valide ce mec en tant qu'agent Venom. S'il devient agent Venom, ça sera la preuve que le MCU, faut que ça s'arrête officiellement, et moi j'arrêterai officiellement. Parce que si ce Flash devient l'agent Venom, mais ça sera la honte de tout le MCU là. Vous aurez mis le pire personnage possible dans le pire rôle possible. Non mérité en tout cas. Et sinon, la deuxième scène post-générique, c'est la bande-annonce de Doctor Strange Multiverse of Darkness. Alors, c'est pas la première fois que le MCU fait ça. Ils avaient mis une bande-annonce Avengers dans une scène post-générique de Thor 1, donc je veux bien. Juste que ça fait bizarre de voir une bande-annonce à la fin. Après cette scène post-générique là, ça marche mieux que la précédente. Je dis pas que c'est du grand art, je dis pas que tout est bien, je veux bien valider. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Donc le bilan de No Way Home, c'est mieux que les deux premiers, beaucoup mieux, même ça a fait beaucoup de progrès en termes d'écriture, en termes de mise en scène. Mais on n'est pas face à un film marquant par rapport à ce qu'il propose, juste parce qu'il a offert certaines choses aux fans, on va dire que ce film vaut la peine d'être vu. No Way Home, je vais me souvenir juste des moments qui m'ont fait plaisir, mais je ne pense pas que j'arriverai à me dire dans ma tête, ce Spider-Man est vraiment le meilleur film Spider-Man. Encore une fois, No Way Home nous a fait des beaux cadeaux, je peux pas le nier, surtout à l'approche de Noël, mais non, ce n'est pas le meilleur film Spider-Man, et je pense que je continue encore de préférer la trilogie de Sam Raimi, les deux de Mark Webb, et New Generation, ou Into the Spider-Verse en VO. Mais après, No Way Home, ça vaut quand même la peine. Allez le voir au cinéma par curiosité, c'est cool, mais c'est juste pour le fanservice que vous irez. On sait tous pourquoi vous y allez, pour les anciens méchants et pour peut-être la réunion des 3 Spider-Man. Donc, allez le voir par curiosité, vous serez surpris, ça vous plaira. Mais c'est tout, c'est pas un film qui vaut la peine d'être revu je ne sais pas combien de fois, pour dire j'ai trouvé Endgame plus marquant. Voilà, c'était mon avis sur Spider-Man No Way Home, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!